Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Au fond. Alors, je suis très honoré de votre invitation à parler de Jean-Baptiste Castiglioni, qui a été échevin. Alors, bien évidemment, il y a des variantes orthographiques, un L ou deux, un N ou deux, et il y a surtout une variante Castiglioni, qui n'est pas très courante, mais qui se rencontre dans des textes parfois importants. J'ai retenu l'orthographe de Castiglioni telle qu'elle est marquée ici. Alors, tout commence comme un conte. À la fin du XVIIe siècle, un jeune homme qui habite Cantoux. Alors Cantoux, comme je vous l'ai indiqué, c'est au nord de Milan, vers Monza, vers Garde, vers Bergame. Et donc, ce jeune homme habitait Cantoux, il pensait à son avenir, et il a décidé de venir à 18 ans à Lyon. Alors, je ne pense pas que ce soit la peine que je vous fasse un long discours pour vous expliquer qu'à Lyon, les marchands italiens, c'est une grande constance et c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous ai mis ici le blason, les armes des Gadagnes, qui illustrent, s'il en était nécessaire, cette problématique. Alors évidemment, on ne sait pas grand-chose sur les premières années de Jean-Baptiste à Lyon. On a un document qui est quand même très intéressant, c'est le journal de M. Michon, qui est à Gadagne, qui, et si vous me permettez l'expression, est le Lion People de l'époque. Donc, il parle des personnes qui ont eu une certaine importance dans la ville. Et donc, il ne nous dit pas grand-chose. Il nous dit qu'il était fils d'un apothicaire ou d'un herboriste, et il était joli garçon. Bon. Il paraissait avoir de l'esprit, c'est plus important pour le commerce. On l'a placé chez un autre Italien qui s'appelait Adamol, et je pense qu'il s'agit de la famille Adamoli, qui est bien connue notamment à l'Académie, parce que je crois que M. Adamoli avait quelques ouvrages qu'il a déposés à l'Académie et qui sont en partie encore. Il y en a quelques-uns qui ont échu à la bibliothèque municipale en 1793. Et qui sont encore à la bibliothèque municipale. Je ne sais rien d'autre jusqu'à son mariage. Lors de son mariage, on apprend donc qu'il est marchand, qu'il est fils de feu Jean-Baptiste. Je peux vous montrer tout de suite son contrat. Donc son père est mort, mais sa mère est bien vivante. Elle a autorisé le mariage et elle a été représentée par M. Caratesi, qui était un marchand lyonnais d'origine italienne. C'est un très bel acte à Saint-Paul, en 98, signé par beaucoup de personnes du meilleur monde. Alors, autant la famille de Castiglioni n'était pas lyonnaise, autant sa belle famille est intéressante à étudier. Donc, il a épousé une fille de François Ricci. François Ricci était originaire de Lucques, à côté de Florence. Il était venu lui-même, jeune homme, à Lyon pour s'installer. Il avait épousé en premières noces la fille d'un notaire. Il s'était bien implanté puisqu'il a été administrateur de l'Hôtel-Dieu et juge magistrat au tribunal de la conservation des privilèges des foires de Lyon, nommé par le consulat. En 1696, lors de la création de l'armorial, eh bien, il a des armes qui sont d'or à 3 crânes de sable. Alors c'est un peu triste, parce qu'évidemment les crânes sont un peu morbides, mais il avait choisi ses armes. Madame Méléard, première épouse, est décédée, et François Ricci s'est remarié. Et pour son deuxième mariage, il a gravi une marche dans l'escalier vers la gloire lyonnaise. Il s'est marié avec une fille Ferrari, avec l'aînée
des Ferrari. Attendez, je crois que je vais prendre mon marqueur, ça me permettra de vous montrer. Si la technique veut marcher. Donc, la seconde épouse, qui est Madeleine Ferrari, fille aînée du couple Ferrari-Henri, qui étaient des gens implantés à Lyon depuis longtemps. Alors, ce n'est pas les Henri de Condrieu, c'est plutôt les Henri de Jarniou. Oui, on est dans les choses sérieuses. Chose sérieuse également, le frère qui suivait Madeleine, c'est César Ferrari, qui a été échevin, et comme on va en rencontrer plusieurs, je les ai numérotés, et il est connu sous le nom de Ferrari de Romans, puisqu'il a acheté la seigneurie de Romans, qui est dans l'Ain aujourd'hui, et donc les descendants se sont appelés Ferrari de Romans. Ensuite, dans les descendants, on a d'autres filles, une fille qui a épousé en première noce Monsieur Cotteville et en deuxième noce Monsieur de Rérolles. Et là, on est dans des gens de robe. Noyel a été président, son second époux, en l'élection de Lyon. Et sa mère était une Pont-Saint-Pierre, là aussi, personnage bien implanté à Lyon. On ne va pas faire le détail de toute la famille Ferrari, parce que cela nous emmènerait fort loin, et que ce n'est pas directement le sujet. Les Ferrari avaient une maison rue Juivry. Ils avaient deux maisons, puisque les deux maisons étaient traversantes, et je vous ai mis ça marche plus, en vert, les deux maisons Ferrari. Alors vous avez ici la place du Change avec la loge du Change, qui n'est évidemment pas celle que l'on connaît, mais c'est la précédente, qui était peu ou prou à la même place, et la Saône. Donc au cœur du quartier Saint-Paul, qui est un quartier très commerçant, qui est quand même un beau quartier de Lyon à cette époque. Vous avez sous les yeux le plan des pénonnages de 1748, à un moment où ça a été redéfini, mais c'est un plan qui est très intéressant parce que ça donne une situation assez précise des maisons et des rues. Alors, cette famille Ferrari a choisi des parrains et marraines prestigieux. Je vous en ai mis là aussi quelques-uns parce que ils étaient très nombreux. Non, pardon, la famille Ricci a choisi des parrains et marraines prestigieux. Constance Margonne, épouse de Noble Lambert Pont-Saint-Pierre, un Riverieux, un Lumagne, Baldani, Gentilleul-Lucquois, donc évidemment François Ricci est resté en lien avec son pays natal, Anne Sève, veuve de Charles Serre, un Grolier, et François de Talaru-Chalmazel, chanoine comte de Lyon. Donc nous sommes dans une famille qui est très clairement très implantée dans la noblesse lyonnaise et dans la bourgeoisie lyonnaise. Si on s'intéresse à la fratrie de l'épouse de la seconde épouse, si on s'intéresse à la fratrie de l'épouse de Jean-Baptiste Castiglioni, étant précisé que c'était une grande famille puisqu'il y a eu au moins 16 enfants. Je ne vous ai pas mis là ceux qui sont morts en bas âge, il y en a quelques-uns, et ceux qui sont rentrés en religion, il y en a plusieurs. Donc, la fille aînée s'est mariée à un monsieur de Rérolles, qui nous emmène à Mâcon. Là aussi, il était président de l'élection de Mâcon. Gens bien implantés. François Ricci, qui est le seul garçon qui n'est pas rentré dans les ordres, qui s'est marié avec une de ses cousines Ferrari. Ensuite, on a Catherine, qui a épousé un monsieur Petroni. Alors, cette Catherine, elle est assez intéressante. Dominique-Antoine Petroni est né à Trèves, en Italie, c'est au nord de Rome. Et ils ont eu plusieurs enfants,
un prêtre, Augustin à la Croix-Rousse, un fils qui est resté à Tréville. Là aussi, on voit bien l'importance du commerce et le fait qu'on a un établissement à Lyon, mais on a des établissements en Italie, et 2 filles qui resteront à Lyon toute leur vie. On le qualifie à la fin de sa vie de agent de sa sainteté de la cour de Rome à Lyon. Donc là aussi, quelqu'un qui avait une certaine importance. Et Petroni faisait du commerce international, et on voit apparaître ça, par exemple, dans son testament, où il déclare qu'il a des marchandises qui sont entre les mains du sieur Trasca à Cadix à l'époque, et vous ne serez pas étonné, puisque vous savez que les liens entre Cadix et Lyon sont importants, et certaines des marchandises appartenant à Petroni à Lyon sont en partance vers le Mexique. Et quand son épouse, donc mademoiselle Ferrari, fait son testament, elle dit que les Anglois ont pris des marchandises qui étaient à destination des Indes, qu'il s'agit de dentelles du Puy et de toiles bretagnaises. Je pense que c'est des toiles qui avaient été tissées en Bretagne. Donc là aussi, grand commerce international, et la veuve a bien poursuivi le commerce de son mari, alors probablement en lien avec son fils qui était à Tréville, mais donc ça s'est poursuivi. Et puis, si on continue l'examen des demoiselles Ricci, c'est donc le même tableau que tout à l'heure. On a une fille qui s'est mariée à un monsieur de Tupigné qui est au bailliage et au présidial de Mâcon, là aussi. Il y a probablement eu des liens. Alors, toutes ces filles ont été largement dotées, puisque Madeleine a hérité de 13 000 livres, outre des droits en usufruit. La dot de Madeleine, c'était 28 000 livres. Donc, quand on a une grande famille et qu'on fait des dots comme ça, c'est une fortune très significative. Alors, intéressons-nous maintenant à la sœur germaine de Madame Castiglioni, qui est Blanche Ricci, qui, elle, a épousé un Bron. Alors, c'est un nom qui ne dit plus grand-chose aujourd'hui, mais dans la famille Bron, il y a Étienne Bron, qui est né et mort à Saint-Paul, qui a été recteur de la Charité et qui est devenu lui-même échevin en 1755 et en 1756. Et ensuite, il est devenu recteur de l'Hôtel-Dieu. Donc, il a fait le parcours complet, hein, la Charité, l'Hôtel-Dieu et le consulat. Quant à son frère, lui était rentré dans les ordres, il était docteur de Sorbonne, mais surtout évêque in partibus d'Égée, Turquie. Il n'est jamais allé, évidemment, dans son évêché, qui, à l'époque, n'était pas très porté sur la religion catholique, mais il a surtout été évêque suffragant de Monseigneur de Tencin et de Monseigneur de Montazet, les 2 archevêques cardinaux de Lyon, qui se sont succédés au milieu du XVIIIe siècle. Donc, nous avions à cette époque un frère échevin ou ancien échevin, et l'autre frère qui avait évidemment la main haute sur le diocèse, puisque Monseigneur de Tencin, tout comme Monseigneur de Montazet, était peut-être plus souvent à Paris qu'ils n'étaient dans leur évêché. Le petit César, le 3e frère, lui, s'est contenté d'être recteur de la Charité. Vous avez les armes des Brons qui sont représentées ici, parce que l'un des Brons était bibliophile, donc il y a des ouvrages qui ont répertorié leur ex-libris, et là, évidemment, vous avez reconnu que ce sont des armes d'évêques. Donc une famille, une belle famille de Castiglioni, lui qui était tout seul à Lyon, il s'est doté d'une belle famille qui le mettait de plein pied avec le monde lyonnais. Alors je vous rassure, Monseigneur Bron était de bonne mœurs et doctrine. Monseigneur de Tencin lui-même a certifié que
c'était le cas. François Richy, malgré qu'il soit arrivé à Lyon, s'était lancé dans une intégration verticale, c'est-à-dire qu'il avait voulu avoir tous les moyens de production, et il lègue à l'un de ses fils, qui était devenu chanoine à Vaison en Comtat, aujourd'hui on dit Vaison-la-Romaine, et donc il a légué à ce fils différents biens, dont des moulins étant propres à tordre et à filer la soie. Nous aurions dit au 19e du moulinage. Donc il commerçait la soie, mais il voulait également pouvoir acheter les cocons, les filer lui-même, et ensuite il devait y avoir d'autres sous-traitants qui lui permettaient de fabriquer la soierie. Alors après ce contexte familial, nous allons nous intéresser à Jean-Baptiste lui-même et à son épouse Marianne Richy. Je vous rappelle que Jean-Baptiste est né vers 1670 et dès 1701, il n'a quand même que 31 ans, il devient, en même temps que son beau-frère Pétroni, recteur de la Charité. Toujours cette première étape vers la notoriété lyonnaise. Et il le redeviendra bien plus tard, en 1727. Après la Charité, eh bien, il s'installe à la conservation des privilèges royaux des foires de Lyon, puisque en 1704, 34 ans, il est nommé magistrat au titre du consulat, il le sera encore en 1705. En 1715 et de 1715 à 1718, il est nommé par le roi. La période où il est échevin, tout naturellement, il représente le consulat à la conservation. Et après ses fonctions de consul, il redeviendra magistrat à la conservation. Donc il est resté une dizaine d'années à la conservation. D'où vient sa fortune? Eh bien, il a fait du commerce, évidemment. Mais, en plus, et là je donne la parole à Michon, heureusement pour lui, la dissette des blés et de toutes sortes de grains étant survenue en l'année 1709, on lui proposa d'aller en Italie, sur les côtes de Gênes et ailleurs, faire des achats considérables de grains pour cette ville. On verra plus tard qu'il en a également fait pour le roi à cette époque. Et si à la vérité l'on fut satisfait de sa gestion, il eut bien lieu lui-même d'être content de son voyage et de sa commission, dans laquelle il n'a pas osé nier qu'il eût gagné 100 000 écus. Ça aide. Donc, je laisse la responsabilité à Michon, non pas de ses propos, mais de l'évaluation du gain, parce que, effectivement, dans les délibérations du consulat, en 1709, on trouve bien la délibération qui acte le mandat qui est donné à Castiglioni d'aller en Italie et d'acheter tout le blé qu'il pourra pour nourrir les Lyonnais, pour qu'ils ne meurent pas de faim. Simplement qu'il est marqué qu'il aura droit au remboursement de ses frais directs ou indirects. Les achats se seraient élevés à 4 millions de livres, mais on ne parle pas de commission. Aujourd'hui, on parlerait peut-être de rétro-commission, c'est-à-dire que ce n'est pas la ville de Lyon qui lui a versé les commissions, ce sont probablement les fournisseurs de blé en Italie qui lui ont versé quelques petites commissions. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas participé. Et ces contrats sont remontés jusqu'au roi, puisque dans les arrêts du Conseil d'État, le roi a validé, enfin le Conseil d'État, a validé un contrat passé par Castiglioni en tant que procuré, ayant reçu procuration, du prévôt des marchands de Lyon. Donc, ça a été certainement un grand moment de sa vie où les échevins lui ont confié quand même une fonction
à haut risque pour les échevins, parce qu'on sait bien que pourquoi ils voulaient absolument nourrir les Lyonnais, ils avaient une haute moralité, mais surtout ils craignaient les émeutes de la faim qui n'auraient pas manqué de survenir si le blé acheté par Castiglioni n'était pas arrivé à Lyon. Donc tout s'est très bien passé. Donc, si on récapitule ces fonctions, 1699 et 1701, je le trouve marchand de soie, en 1700 banquier, en 1700, donc bien avant l'aventure des blés, mais on sait bien que le grand commerce et la banque, à l'époque, ne sont pas réellement séparés. On passe de l'un à l'autre très facilement. En 1704-1705, on le dit marchand et bourgeois. Alors, bourgeois de Lyon, pourquoi pas, mais il n'est pas né à Lyon et il n'a pas fait la démarche pour devenir bourgeois de Lyon. Donc, enfin, tout au moins, on ne conserve pas dans les registres qui sont dans cette maison, on ne conserve pas les démarches qu'il aurait dû faire pour devenir bourgeois de Lyon. Et il est nommé en 1719 échevin. C'est d'autant plus surprenant pour nous qui vivons en 2024, c'est qu'à cette époque, il n'était pas bourgeois de Lyon, mais il n'était pas sujet du roi de France, ce qui n'a pas gêné grand monde. Nous verrons quand et comment il est devenu sujet du roi de France. C'est probablement à cette époque-là qu'il a choisi un blason de gueule à un lion couronné d'or tenant une tour d'argent donjonnée de 2 tourelles. Alors, ça rappelle le blason des Ferrari. Ferrari qui avait, paraît-il, emprunté le blason d'une autre famille Ferrari antérieure à la leur, mais on peut considérer que Jean-Baptiste, soit il n'avait pas beaucoup d'imagination, soit il a voulu rendre hommage à Lyon, en mettant un lion sur ses armes, à la famille Ferrari qui était de gueule au lion couronné d'or. Steyer dit non pas de gueule au lion couronné d'or, mais d'azur au lion couronné d'or, mais en tout état de cause, il y a un lion couronné. Et quant à la ville de Cantoux, son blason d'aujourd'hui, eh bien, il y a également un lion, pas couronné, et il y a également une tour. Donc, on peut penser qu'il a voulu rendre à la fois hommage à sa ville natale, à sa ville d'adoption, et à la famille Ferrari, qui évidemment est important pour un jeune homme né du côté de Monza. Je vous ai mis ici le syndicat pour 1720. Je n'ai pas trouvé celui de 1719. Alors, c'est très beau, mais le seul moment où on parle de Castiglioni, c'est le petit cadre rouge que j'ai fait. Hein, vous savez que les élections du consulat, à l'époque, pour caricaturer, on proclamait les résultats et ensuite on allait voter. C'est plus simple. Alors, j'ai trouvé un document extrêmement intéressant. Le régent, à la fin des années 10, 1710, vers 1719, avait, disons, des états d'âme sur la famille Villeroy, qui avait des fonctions nationales très importantes, mais qui avait un fief à Lyon. Donc il a envoyé un émissaire pour que cet émissaire lui fasse un rapport sur les principales personnalités lyonnaises. Alors, rapport très secret, émissaire très secret, puisqu'il n'a pas signé son rapport, qui est manuscrit, mais il n'est pas signé. Le rapport est arrivé à la bibliothèque Méjeanne à Aix-en-Provence, ne me demandez pas pourquoi, mais on a dans ce document ce que pense l'envoyé du régent sur toutes les personnalités lyonnaises. Et il dit, Monsieur Castiglioni, 4e échevin, est italien de nation. Il servit dans le négoce
et commença sa fortune il y a quelques années à l'occasion des blés dans un temps de disette. Il est homme d'esprit, versé et très rompu dans les affaires du négoce, et assez beau parleur, et fort inconsidéré à publier les mauvaises nouvelles. Il parle beaucoup. Bien, mais beaucoup. Il est absolument livré au maréchal de Villeroy et au prévôt des marchands. Sous-entendu, monsieur le régent, si vous voulez un peu vous débarrasser des Villeroy à Lyon, c'est pas sur Castiglioni qu'il faut compter, il faut voir ailleurs. Et nous sommes en 1719, il vient d'être nommé consul. Alors, évidemment, après son beau mariage, après sa fortune, il a voulu acheter une maison et des maisons. Et il a acheté une première maison à Saint-Paul. Alors, si on se pose dans Saint-Paul, vous avez ici la place du Change, vous avez ici la maison Ferrari, et il a acheté cette maison-là, qui sert de maison limite au pédonnage. C'est très pratique. Je vous ai fait une photo. Je suis allé vous faire une photo. Quand vous prenez la rue de Gadagne, à droite, vous avez la loge du Change, et en face, vous avez la maison Castiglioni, qu'il a achetée à 20 000 € à Barthélemy de Pont-Saint-Pierre et à Elisabeth Queston, son épouse. Il a rasé les maisons et il les a reconstruites. Alors, c'est jamais simple. Il a fait faire un constat et un acte notarié parce qu'il avait peur que la maison d'à côté s'écroule pendant les travaux. Déjà à l'époque, c'était compliqué. Il a fait faire une signification en 1720. Et il est très probable qu'il était très attaché à cette maison qui était la concrétisation en pierre de sa réussite lyonnaise. Parce qu'une maison, il a acheté 2 maisons pour en faire une, juste derrière la loge du Change, au cœur du quartier de Saint-Paul, qui à cette époque est quand même le quartier d'affaires de Lyon, ou l'un des quartiers d'affaires de Lyon, parce que je crois qu'il y a des personnes qui aiment bien Saint-Nizier, qui était également le siège d'un certain nombre d'affaires. Mais Castiglioni, vu ce qu'il avait vécu à Lyon, a vu plus loin. Il s'est dit, Saint-Paul, c'est bien, mais c'est probablement le quartier du passé. Le quartier de l'avenir, c'est Bellecour. Et donc, il a investi à Bellecour. En toute modestie, il a acheté cette maison. Alors, vous avez le clocher de la Charité, derrière, vous avez le Rhône, vous avez reconnu Louis XIV, même si ce n'est plus le même, et il a acheté le pavillon central de la façade est. Là aussi, on se pose. Alors, si on reprend très rapidement les étapes, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire de la place Bellecour ce soir. 1714, le consulat vend les terrains. Ensuite, eh bien, ce sont Berthaud et Besnard qui les achètent. Berthaud, agent envoyé de la ville. Besnard, à cette époque, était architecte de la ville. Et donc, évidemment, ils ont élu en ami des personnes, dont Pierre Gauthier pour la partie nord de ce lot, qui était tout le côté est de la place Bellecour. Et donc, Pierre Gauthier a acheté la partie nord, angle rue de la Barre. Et ils ont, donc je viens de vous dire qu'ils étaient agents envoyés et architectes ordinaires de la ville, jusqu'en 1716. En 1717, ils ont partagé leurs affaires. Et en 1719, Berthaud et Jeanne Ferlet, son épouse, ont vendu à Jean-Baptiste Castiglioni un emplacement dans l'état où il se trouve, en pleine construction, pour 30 000 livres plus 1 000 € d'étrennes. Et il s'est engagé évidemment à continuer à parachever l'œuvre selon les plans, puisqu'il n'était pas question, place Bellecour, de donner, enfin dans ces 2 façades, de donner dans la fantaisie. Donc évidemment, il s'est engagé à finir les travaux selon les plans de Besnard, probablement.
Besnard, qui était riverain du sieur Castiglioni, lui a vendu une servitude. Besnard avait dû garder la partie sud, en fait, de ce bâtiment. 1736, pour des raisons que nous verrons ensuite, Castiglioni se rend compte que cette maison de Bellecour ne lui sera probablement pas très utile. Il est âgé maintenant, il est né en 70, il a 66 ans. Donc, je ne voudrais pas vous contrarier, mais c'était un grand vieillard, ou presque, enfin pour l'époque. Et il revend cette maison. Il la revend à Gaspard de Grolier de Servières et à Louise de Chevrier, qui sont connus pour avoir été propriétaires de cette maison. Au passage, Pointet a chanté l'épisode Castiglioni sur cette maison. On ne peut pas faire grief de quoi que ce soit à Pointet, vu le travail gigantesque, le travail de bénédictin qu'il a réalisé. Ces messieurs étant en voyage, ils ont donné pouvoir à leurs épouses pour qu'elles signent. La maison a été revendue 92 000 livres, outre 1 000 livres d'étrennes. En fait, quand on fait un peu les comptes, on n'a pas l'impression que Castiglioni a fait une affaire financière exceptionnelle dans cet achat et cette revente, mais il faut faire très attention parce qu'il a acheté, entre le moment où il a acheté et le moment où il a vendu, Monsieur Lass était passé par là et que les perturbations financières, enfin je pense qu'il y aurait matière à faire une conférence complète sur les perturbations financières du début du XVIIIe siècle à Lyon et en France. Voilà. Alors, Jean-Baptiste Castiglioni a beaucoup voyagé. Je ne peux pas vous faire une liste exhaustive de tous ses voyages, évidemment, mais j'ai trouvé un certain nombre de voyages par les procurations qu'il a pu donner ou recevoir. 1709, il part en Italie pour acheter du blé, là on est très au courant. En 1719, il va à Paris. Il constitue pour son procureur général et spécial Fleury-Montgiraud, qui était son gendre. Il faut savoir qu'à partir de 1715, ses deux fils étaient scolarisés au collège d'Harcourt. Le collège d'Harcourt qui est devenu, bien plus tard, le futur lycée Saint-Louis. Alors pourquoi il a voulu scolariser ses enfants à Paris? Avait-il une certaine méfiance envers les jésuites, puisque la logique aurait été qu'ils aillent à la Trinité? Est-ce qu'il voulait les lancer dans la vie parisienne, puisque à Paris, on est proche du roi, et étant proche du roi, on est proche quasiment de Dieu? Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que les deux fils Castiglioni ont fait leurs études au lycée d'Harcourt. En 25, il reçoit une procuration des sieurs Meilleuvre, apparenté au Ferrari, et Ferrari, banquier à Lyon pour traiter avec un notaire à Milan. Et lui-même donne une procuration aux dénommés Montgiraud, Page, Fanet et compagnie, qui sont banquiers à Lyon. Clairement, il va à Milan. En 1936, au moment où il vend sa maison, eh bien, il retourne, probablement une dernière fois, à Milan. Et on peut penser qu'il est allé jusqu'à Cantoux, où il a rencontré son frère, qui était encore en vie à cette époque. Je ne garantis évidemment pas l'exhaustivité de ses voyages, parce qu'il en a fait certainement plein d'autres, et puis il a dû faire des voyages plus modestes en distance. Castiglioni, il s'était dit qu'il n'était pas français, et malgré les privilèges des marchands italiens à Lyon, à un moment il s'est dit qu'il serait bien qu'il devienne français, sujet du roi, et il a demandé des lettres de naturalité. Alors, j'ai les lettres de naturalité qui ont été évidemment enregistrées au bureau des trésoriers de France à l'époque. Et on nous explique que Louis, par la grâce de Dieu, Louis XV évidemment, salue notre cher et bien-aimé Jean-Baptiste Castiglioni, même le roi met un G à son nom, qui est originaire de Cantoux,
qui est venu en notre bonne ville de Lyon en l'année 1788. Donc Michon était bien renseigné. Il s'y est marié. Il s'est passé plein de choses intéressantes. Et il fut choisi en l'année 1709 pour aller en qualité de député de la dite ville chercher en Italie des blés qui avaient été ruinés en France par la gelée. Là aussi, je ne vais pas vous faire une longue explication sur les disettes de 1709. Et il a bien acheté pour 4 millions, c'est le roi qui le dit, donc nous n'allons pas évidemment revenir sur ce que dit le roi, qui ont été d'un grand secours pour la ville de Lyon et pour les armées du roi en Alsace. Il faut dire que je crois que les armées du roi en Alsace n'avaient pas comme première préoccupation le respect des récoltes. C'est tout au moins ce que disent les Alsaciens de l'époque. Et ces lettres sont données à Chantilly au mois de juillet 1725, 10e année du règne de Louis XV, et évidemment, c'est signé par du petit personnel et non pas par le roi lui-même. Il y a peut-être un exemplaire signé du roi, mais il n'est pas à Lyon. Et ces lettres de notarialité de 1725, il les a fait enregistrer à Lyon en 1729. Alors pourquoi il a attendu 4 ans? Parce que je veux bien qu'à l'époque, les courriers n'étaient pas très très rapides, mais enfin quand même, 4 ans, il a bien dû les recevoir avant. En réalité, il n'avait pas d'urgence à devenir sujet du roi. Donc, voilà. Il y a eu dans la vie de Jean-Baptiste des difficultés qui sont arrivées après les années fastes. Ces difficultés, elles s'illustrent par les nombreux testaments qu'il a rédigés. J'en ai trouvé 7. Je ne vous garantis pas qu'il n'y en ait pas d'autres. Nous n'allons pas regarder le détail de tous ces testaments pour une raison simple. C'est que il y a des formules et des dispositions qui reviennent. Évidemment, il confie son âme à Dieu, il fait dire des messes, il fait des dons à l'Hôtel-Dieu, à la charité, aux filles du bon pasteur, délègue à son personnel. Grand classique. Et à ses porteurs de chaises. Il avait une chaise à porteur. Et ces testaments étaient évidemment sur des sommes importantes, puisqu'il a évalué sa fortune à plusieurs reprises à 450 000 livres. Ce qui, est pour l'époque, ne le place pas parmi les Lyonnais les plus riches, clairement, mais c'est quand même une somme tout à fait considérable. Je ne m'aventurerai pas à des transcriptions en euros qui, de toute manière, n'ont pas grand sens. Alors, nous allons regarder, pas tous les testaments, mais certains, parce qu'il y a des évolutions extrêmement intéressantes. Les 3 premiers, dont celui de 1725, nous sommes dans un immense classicisme. Il laisse 40 000 livres à sa femme, plus des usufruits. Il donne à sa fille, en plus de sa dot de 40 000 livres, 20 000 livres, ce qui fera à sa fille 60 000 livres, ce qui était quand même quelque chose de bien. Et il lègue à son cadet 60 000 livres, outre ce qu'il avait payé pour lui acheter une compagnie du régiment du Lyonnais, mais une compagnie du régiment du Lyonnais, pas une de celles qui étaient à Lyon, une de celles qui faisaient la guerre. Et il laisse à son fils aîné tout le reste de ses biens. Son fils aîné, c'est son héritier universel. Nous sommes dans l'aspect assez classique du droit d'aînesse, où on laisse des choses au cadet, mais l'aîné emporte le gros lot. Alors, on laisse des choses quand même au cadet, parce qu'il y a des personnes qui croient qu'à cette époque, l'aîné avait tout et les cadets n'avaient rien. Mais si, les cadets avaient des choses, mais beaucoup moins. Parce que 450 000 moins 120 000 qu'il a donné à ses 2 autres enfants, il avait plus de 300 000. Hein. C'est évidemment très déséquilibré. Il faudra quand même qu'il ait une pensée pour son
oncle, le frère de Jean-Baptiste, était chanoine à Cantoux, il était encore en vie, et il avait des sœurs qui étaient religieuses à Sainte-Marie de Cantoux. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce testament. Mais 5 ans après, il fait un testament, il laisse à sa femme toujours 40 000 livres, plus tout un tas de choses. Sa fille, qui avait 20 000 livres en plus de sa dot de 40 000 livres, n'a plus que 10 000 livres en plus de la dot, 50 000 livres en tout. Et à son fils aîné, eh bien, il laisse sa charge de conseiller de la Cour des monnaies, acheter 31 000 livres, payé par le père évidemment, et 20 000 livres. Donc, en gros, il laisse 50 000 livres à sa fille et 50 000 livres à son fils aîné, et son héritier universel, c'est le cadet. Voilà une conception un peu atypique du droit d'aînesse. On laisse à l'aîné sa légitime, pour reprendre la formule de l'époque, et le cadet a tout. Ah, évidemment, on se pose des questions. Pourquoi ? Eh bien, Michon nous explique cela. Le sieur Castiglioni, conseiller à la Cour des monnaies, le fils de Jean-Baptiste, a épousé la veuve d'un nommé Pertière, qui était chargeur de marchandises, ce mariage qui paraît peu convenable, à la condition et aux facultés des Castiglioni, a donné lieu à beaucoup de raisonnements dans le monde, mais principalement parce que cette jeune veuve, outre son peu de biens et son extraction assez basse, passe pour avoir donné dans la coquetterie ou la galanterie. Un semblable mariage a même indisposé à la compagnie de la Cour des monnaies contre Castiglioni, le fils qui en est membre. Une mésalliance. Alors, je me suis penché sur la réalité des actes, puisque Michon, Lyon People, vous savez bien que tout ce qui est marqué dans Lyon People doit être examiné avec une prudence maximale. Alors, il est tout à fait vrai que le 19 septembre 1729, le testament qui déshérite quasiment le fils aîné est de 30. Le mariage a été célébré par le directeur général de la congrégation des pères missionnaires de Saint-Joseph, avec les autorités, avec l'accord des autorités ecclésiastiques. Dans l'église Saint-Joseph, ne cherchez pas l'église Saint-Joseph, elle n'existe pas, c'est dans la chapelle de la congrégation des pères missionnaires, qui était installée rue du Garret. Noble François Anet Castiglioni a épousé Marie-Anne Gauthier, veuve de Léonard Pertière, le seul parent et un oncle de la mariée. On n'a pas donné dans les événements mondains. Au passage, cet acte est sur une feuille volante dans les registres de Saint-Paul, puisque les deux mariés habitaient Saint-Paul, mais par contre, ce mariage de 1729, il faut le chercher en 1739. Celui qui a classé la feuille volante s'est un peu trompé. Le contrat de mariage a été reçu par Maître Guyot. Là aussi, chose extrêmement étonnante, il est signé des deux mariés et de deux notaires. Mais personne n'a signé le contrat de mariage. Enfin, aucun invité n'a signé le contrat de mariage. Or, on sait qu'à l'époque, un contrat de mariage, et encore au 19e, on invitait toutes les relations les plus prestigieuses à signer le contrat de mariage. À Paris, si on pouvait obtenir que le roi signe le contrat de mariage, c'était évidemment le summum de ce qu'on pouvait obtenir. Mais un ancien consul, le fils d'un ancien consul, pouvait espérer le prévôt des marchands, toute la famille Ferrari, enfin, etc., etc. Non, là, uniquement les deux mariés. Alors, je ne vous parlerai pas longuement de Marie-Anne Gauthier, parce que ça nous prendrait une grande heure et je crois que le temps m'est compté. Ce qui est sûr, c'est qu'elle se constitue en dot la somme de 80 000 livres, ce qui n'est pas la fortune, mais qui n'est pas non plus
négligeable. Et quand on regarde son ascendance, eh bien, elle n'est pas si médiocre que cela. Quant à la galanterie et la coquetterie, je ne saurais vous dire, puisque je n'ai pas connu Marianne Gauthier à cette époque, comme vous vous en doutez. Ça ne figure pas dans les contrats et dans les actes de notaire, donc je ne peux rien vous dire en la matière. Donc 1730, comme son fils aîné a fait un mariage qui n'a pas plu, eh bien, il est déshérité. Parce que lui laisser 50 000 livres, quand on en a 450 000, c'est la légitime, un peu à minima. En 31, eh bien, il maintient les choses, toujours 10 000 pour sa fille, 10 000 plus les 40 000, et il évalue à l'époque son patrimoine à 455 000, et dans le dossier du notaire, il y a des courriers qui établissent très clairement que Jean-Baptiste a tout fait pour déshériter son fils aîné. Il n'y a pas d'ambiguïté, il ne s'est pas trompé, il avait toute sa tête, il l'a fait exprès. Alors en 32, il se dit que les choses peuvent peut-être évoluer, donc il fait un testament au profit de sa femme, où il laisse toujours 10 000 livres et 40 000 livres à sa fille. À son fils, il laisse 60 000 livres pour l'acquisition, plus qu'il a payé pour l'acquisition de la compagnie. Il faut dire que M. Castiglioni n'avait pas de chance avec ses fils. L'aîné, conseiller à la Cour des monnaies, c'est bien. Il a fait un mariage qui n'a pas plu. Son fils a eu une compagnie du régiment du Lyonnais, pourquoi pas, mais il est parti dans des conditions troubles qui fait qu'il n'a pas pu revendre sa compagnie. Donc son père a trouvé que c'était peut-être un peu dommage de se faire acheter une compagnie pour ensuite, par son attitude, perdre la contre-valeur. Et puis ensuite, il est devenu responsable des arquebusiers, nous en reparlerons, et ça s'est très mal passé. Alors, la compagnie des arquebusiers, c'est disons, la garde d'honneur du consulat lyonnais, puisque la sécurité, c'est le régiment du Lyonnais, c'est la compagnie du Guet, la compagnie des arquebusiers, à ne pas confondre avec les arquebusiers tout court, mais je crois qu'on nous parlera en fin d'année des arquebusiers tout court. Donc, c'était la garde d'honneur. Bon, en fait, le fils Charles Castiglioni, puisqu'il s'appelait Charles, a été un peu maladroit parce qu'il n'est pas resté à sa place, ce qui n'a pas plu du tout aux échevins. Son père ne verra pas ça, mais ce n'était pas génial. Alors, c'est bien de faire un testament à son épouse, mais nous arrivons déjà en 1736 et Marianne Ricci décède. Michon nous dit que le 28 décède de la demoiselle Ricci, femme du sieur Castiglioni, ancien échevin. Elle est morte principalement du scorbut dont elle était attaquée depuis longtemps. Alors, je n'ai pas fait médecine, donc je ne parlerai pas du scorbut, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait deux sortes de scorbut. Il y avait sur les bateaux, quand on ne mangeait pas des citrons, et puis un autre scorbut qui est... Voilà. Bon, elle est morte de ça. Elle a été enterrée paroisse Saint-Paul, évidemment, qui était sa paroisse, puisqu'ils habitaient dans la maison derrière la loge du change. Elle avait reçu les sacrements et tous les secours aux mourants avec une piété exemplaire, et elle a été inhumée dans la cave de l'Annonciation de la Vierge. Évidemment, un personnage considérable comme ça était naturellement enterré dans la cave. Elle a testé en 1730. Elle a laissé à ses sœurs qui sont professes au Chazot des petites rentes. À chacun de ses fils, 4 000 livres. Elle n'a pas fait de préférence, elle n'a pas
avantagés l'un ou l'autre, et à sa fille 3000 livres, plus tous ses habits, nippes et linges, non compris les habits en dorure. Et elle ne lui laisse pas ses bijoux non plus, visiblement. Et elle désigne son mari comme héritier universel. Ça correspond au moment où le mari a désigné l'épouse et l'épouse a désigné le mari en se disant ça va nous permettre de repousser l'échéance d'un testament. Voilà. Et si Marianne décède en 1936, eh bien malheureusement en 1938, alors qu'il a atteint l'âge de 68 ans, eh bien c'est Jean-Baptiste qui décède, évidemment par roi Saint-Paul. Il est inhumé dans la chapelle de Sainte-Anne, dans l'église Saint-Paul. On nous explique bien qu'il est ex-consul et qu'il avait à peu près 68 ans. Voilà presque la fin de l'aventure du sieur Castiglioni. Alors, si on regarde ce qui s'est passé avec ses biens quand même, il avait 3 enfants, donc François Anet, conseiller à la Cour des monnaies, l'aîné, Madeleine, la seconde, sa seule fille, et Charles. Il a eu d'autres enfants morts en bas âge. Il laisse à Madeleine les 40 000 livres qu'il lui a donnés à son mariage et 12 000 livres, en ce compris le legs que sa mère lui avait fait. Donc la fille récupère 52 000 livres en réalité. À Charles, eh bien Charles, malgré ses attitudes discutables avec le régiment du Lyonnais, a quand même la maison de la place du Change, qui était la première maison achetée et construite par Jean-Baptiste, qui était probablement sa maison de cœur. Mais, comme ses 2 fils, l'un et l'autre, lui avaient causé des soucis, il ne déshérite plus son fils aîné, à qui il laisse la toilette d'argent et les flambeaux d'argent de sa mère, c'est peut-être ce que sa mère avait demandé, la maison de la rue du Bas d'Argent, qui a été rasée lors de l'ouverture de la rue impériale, et son domaine de la Croix-Rousse. Et ils se partageront comme ils voudront le reste des biens. On nous cite la rente au capital de 60 000 livres, c'est ce qui reste dû de la vente de la place Bellecour, les meubles et créances diverses et variées, et les maisons, enfin tous les biens qui sont restés en Italie, étant précisé que Charles, frère de Jean-Baptiste, oncle et parrain d'autres Charles, Shannon à Cantou, a l'usufruit de tous ces biens. Donc, il est revenu à des meilleurs sentiments vis-à-vis de son fils aîné, qui n'a hérité quand même que de la moitié des biens restants après que sa fille ait reçu ses 52 000 livres. Et par contre, le fils aîné n'a pas eu la maison de cœur, ce qui me semble être la maison de cœur, qui échoua au cadet. Certains pourraient regretter qu'il n'y ait pas de testament où il ait tout laissé à sa fille. Il a osé ne pas tout laisser à son aîné et il n'est pas allé jusqu'à tout laisser à sa fille. Nous sommes au XVIIIe siècle. Alors, si on se penche un peu sur les descendants de la famille Castiglioni, de Jean-Baptiste, il a eu 3 enfants. Alors, si on commence par le 3e, Charles, c'est très simple. Il a été officier au régiment du Lyonnais. Il a été capitaine de la compagnie des arquebusiers de Lyon. Il est resté célibataire. Je ne sais pas s'il n'aurait pas eu quelques enfants par-ci par-là, mais en tous les cas pas d'enfants légitimes, puisqu'il ne s'est jamais marié. Pour tout vous dire, il a fait un testament, Charles. Il était à l'époque dans une maison de bain située au bord de la Saône, ce qui n'est pas forcément un lieu extrêmement bien fréquenté. Il aurait pu se retirer, l'âge venant, dans quelques couvents pour faire pénitence. Visiblement, la pénitence n'était pas le fort de Charles.
Pour François Anet et Marie-Anne Gauthier, eh bien, ils ont eu 2 enfants. Un est mort en bas âge. Et ils ont eu un fils, Jean-Baptiste Anet, 1735-1774, qui a donc vécu que 39 ans, qui a été mousquetaire, puis capitaine chevalier de la Compagnie du Guet. Alors, mousquetaire, on a tous en tête les mousquetaires du XVIIe siècle, qui étaient des régiments extrêmement prestigieux. Les mousquetaires des années 1750-1760 sont infiniment moins prestigieux que ceux du XVIIe. Et quant à le fait qu'il ait été capitaine chevalier de la Compagnie du Guet, ça a duré moins d'1 an. Alors lui, il a quand même bien manœuvré. Pour une fois, il l'a acheté, il a réussi à la revendre. Mais le fait qu'il soit resté que 1 an laisse penser que ses capacités, ou sa santé, ou les deux, ne devaient pas être tout à fait à la hauteur. Il s'est marié 2 fois, mais il n'a pas eu de descendants. Là aussi, pas de descendants légitimes. Je ne sais pas ce que le jeu de mousquetaires a fait à Paris dans les années 1750-1760, mais pas d'enfants légitimes. Et donc, seule Madeleine a assuré une descendance aux Castiglioni. Elle a épousé, à 16 ans, Fleury Montgiraud, d'une famille de Saint-Chamond, bien implanté dans le textile. Il a été conseiller du roi, puis négociant. Ils ont eu un certain nombre d'enfants, dont certains sont morts en bas âge. 4 enfants ont atteint l'âge adulte, mais ils ont eu seulement 2 petits-enfants qui ont atteint l'âge adulte, 2 arrière-petits-enfants et un seul arrière-arrière-petits-enfants. Petit-fils. Alors, l'arrière-arrière-petit-fils a eu l'idée de se promener à Eylau. On fait de belles rencontres. Je ne peux pas vous dire s'il a rencontré le colonel Chabert, mais je sais que l'arrière-arrière-petit-fils, lui, est mort à Eylau. À 20 ans, pas marié, là aussi, pas d'enfant. Et parmi les arrière-petits-fils, l'un a eu son heure de gloire. Il était appelé chevalier de Champcenetz. Alors, son demi-frère, qui était marquis, a eu son heure de gloire. Il figure dans un petit coin de l'histoire de France, puisque leur père était gouverneur de Meudon et des Tuileries, à l'époque où le roi n'allait pas aux Tuileries. Et il allait plus à Meudon, mais pas aux Tuileries. Il s'occupait de certaines chasses du roi, donc ça c'était bien. Mais un des 2 arrière-petits-fils était gouverneur des Tuileries les 9 et 10 août 1792. Ce qui, évidemment, est une période un peu compliquée aux Tuileries. Et quant à son frère, dit chevalier de Champcenetz, il était journaliste et c'était un bel esprit. Je me plais à croire qu'il avait hérité de l'esprit de son arrière-grand-père Jean-Baptiste Castiglioni, qui visiblement parlait bien, peut-être un peu trop, mais parlait bien. Et ça, c'est pas très bien fini pour cet arrière-petit-fils. C'est lui qui, au moment où il allait partir pour la guillotine, a dit « Est-ce qu'il en est comme de la garde? Peut-on se faire remplacer ?» Alors, pour la garde, ça devait s'arranger, à charge de revanche. Mais pour la guillotine, ça ne s'est pas arrangé et il est mort sur l'échafaud. Ainsi se termine, a priori, parce qu'au XVIIIe siècle, on n'est jamais à la merci d'un enfant qui échappe à nos recherches. Donc ainsi se termine la descendance de Jean-Baptiste Castiglioni, qui s'est éteinte donc au début du XIXe siècle. Si vous avez des questions et que je puisse y répondre, ça sera très volontiers.
Merci, cher monsieur, pour cet exposé qui était très clair, méthodique et riche, vraiment très riche. Et je pense qu'au prix d'un petit effort que je me permettrai de vous demander, qui sera un effort de rédaction, si vous n'avez pas déjà publié quelque part, la revue de la Société d'Histoire de Lyon sera heureuse de vous ouvrir ses pages dans le délai le plus court possible. Pourquoi cette offre intéressée ? Parce que vous n'ignorez certainement pas le travail des érudits de jadis, comme Ferdinand Frécon. Bon, Ferdinand Frécon, il a collectionné sur les principales familles lyonnaises, de bric et de broc, un peu ce qu'il a pu. Il est très difficile d'en tirer quelque chose. En revanche, si nous disposions pour le 18e de 10 ou 15 monographies comparables aux vôtres, ce serait absolument merveilleux, ça nous permettrait d'avancer, parce que pour l'instant, la référence, c'est Maurice Garden. Maurice Garden, Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, c'est un pilier de notre histoire, a étudié dans son étude de la société le milieu consulaire dans sa globalité, en fonction de la fortune, de l'âge, du rang dans la fratrie, que sais-je encore, mais cela nécessite d'être prolongé par des travaux monographiques dont vous donnez l'exemple. Alors personnellement, je trouve ce travail comme présentant une destinée à la fois unique et exemplaire, et j'ai été sensible à un certain nombre de choses. Tout d'abord, l'importance du commerce d'urgence des blés publics. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Lyon a connu 2 crises extrêmement graves. La première fut celle de 1693-1694, une disette des grains entraînée par la succession de 2 étés absolument pourris. Et d'un point de vue démographique, cette crise de 1693-1694 a totalement cassé la dynamique démographique de la ville. La ville, qui comptait quelques 30 000 habitants vers 1600, avait dépassé les 100 000 habitants vers 1680, mais ensuite, la population plonge et ne se reconstitue que très très lentement, la conjoncture générale étant mauvaise, et en 1700, la population est encore inférieure à 100 000 habitants. La population était à peine reconstituée lorsqu'arrive le grand hiver de 1709, que vous connaissez tous. L'isotherme, moins 15 degrés, est descendu pendant la nuit des rois, des Flandres pratiquement jusqu'aux Pyrénées. Et il a fait moins 15, moins 20 pendant 3 semaines de suite. Et les oliviers ont gelé, les céréales ont gelé dans la terre. Mais, la conséquence démographique a été beaucoup moins lourde pour la population lyonnaise. Pourquoi ? Parce que le consulat a su s'organiser, alors qu'en 1693, il avait été totalement débordé. Et certes, il ne faut pas inscrire ça totalement au crédit de notre ami Castiglione, mais il a été l'un de ces acteurs, même si, selon la morale de l'époque, qui n'est pas la nôtre, il a pu trouver profit à l'époque, et cela aussi souligne le fait que nécessairement, pour être capable de remplir cette mission, il disposait de réseaux commerciaux, très certainement en base familiale, avec le Haut-Milanais, chose intéressante. J'ai également été frappé par le bel exemple de cursus honorum que vous nous citez. Alors ça, c'est une invention de l'intendant François Lambert d'Herbigny, qui explique que pour accéder à la fonction consulaire, étant entendu que vous êtes au courant, hein, pour être échevin, on est élu à la Saint-Thomas, c'est-à-dire le 20 décembre, mais autour du 15 octobre, on reçoit une lettre du duc de Villeroy qui dit « Monsieur, instruit de vos mérites, j'ai décidé de vous nommer échevin pour l'année venante. » Bon, effectivement, c'était un simulacre d'élection. Mais pour que ce qu'on peut appeler le bien public monnaie finalement cette accession à la noblesse, eh bien,
la règle s'était imposée d'être recteur de la Charité ou recteur de l'Hôtel-Dieu, l'idéal étant d'être trésorier, puis de servir à la conservation. Et là, nous avons un cursus honorum tout à fait remarquable, c'est peut-être même un record, parce que 10 ans au tribunal de la conservation des privilèges royaux des foires de Lyon, c'est sans doute un exemple limite, étant entendu que ce tribunal avait un rôle tout à fait essentiel dans la régulation des échanges. C'était donc un facilitateur de la vie commerciale lyonnaise. À l'époque où la justice était extrêmement coûteuse, extrêmement lente, le tribunal de la conservation, d'abord, était compétent, il était peuplé de marchands, ensuite il était gratuit, ensuite il était rapide, et on prétend que ces sentences étaient respectées dans toute l'Europe, ce qui reste peut-être à prouver. Mais ce qui est possible après tout. Bon, ensuite, vous avez administré un très bel exemple de l'appartenance au système Villeroy. Ce système Villeroy, c'est vraiment main basse sur la ville, version XVIIe et XVIIIe siècle, et par lequel les Villeroy, même s'ils habitent dans leur château de Villeroy ou s'ils sont à Versailles, eh bien, sont instruits jour par jour de ce qui se passe à Lyon, et il n'y a pas une nomination qui ne soit pas à leur botte. Ils ont donc partout des créatures, donc des échevins, levoyers, enfin des recteurs, tout un ensemble de personnes influentes. Et ce n'est évidemment pas par hasard que le fils de notre ami Castiglione se retrouve titulaire d'une compagnie dans le régiment du Lyonnais, parce que le régiment du Lyonnais, c'est le régiment dont Villeroy est propriétaire. Suivez mon regard. Ensuite, vous nous administrez un superbe exemple de migration des élites. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, fin XVe, XVIe, début XVIIe siècle, du point de vue de l'économie, du point de vue de la fortune et du point de vue de la société, le centre de gravité de la ville, il est encore du côté de Fourvière. Il est essentiellement dans le quartier du Change, dans le quartier du Grand Palais, dans le quartier de la rue Juivry. Puis progressivement, les élites désertent ce côté de Fourvière pour se déplacer vers le côté de Saint-Nizier. Alors, en particulier, tous les officiers de justice qui étaient rue du Boeuf, rue Saint-Jean ou dans la paroisse Saint-Pierre-le-Vieux, eh bien, quand ils en ont les moyens, viennent, tiens, autour de Bellecour, rue Saint-Dominique. Pendant qu'un certain nombre d'institutions, le théâtre, le logis du gouverneur, que sais-je encore, passe du côté de Saint-Nizier. Et à l'époque qui est la nôtre, le côté de Saint-Nizier a véritablement pris le pas à tout point de vue, y compris du point de vue démographique, sur le côté de Fourvière. Et il va de soi que ce transfert des élites a eu un rôle absolument moteur, puisque dans des relations sociales fondées sur la proximité, la présence de membres riches de l'élite, cela a un effet métamorphique, en particulier pour tous les métiers rares, pour les métiers de bouche, pour les menuisiers en meubles, que sais-je encore. Ensuite, vous avez insisté, je terminerai là-dessus, sur les stratégies successorales. Alors, si vous me permettez en toute amitié un petit reproche. Abandonner la fausse idée du droit d'aînesse. C'est un topos de la fausse idée qui circule sur l'Ancien Régime. D'abord, il n'y a pas un droit d'Ancien Régime, il y en a des dizaines. C'est-à-dire qu'il existe des pays de droit dits coutumiers qui sont en fait écrits depuis la fin du XVIe ou le début du XVIIe et où les coutumes matrimoniales et successorales changent du tout au tout. C'est-à-dire qu'il existe des provinces parfaitement égalitaires, comme le Maine. Dans le Maine, une succession est partagée arbitrairement et équitablement entre autant de parts qu'il y a d'enfants. Et ensuite, c'est un peu comme le jour de la galette des rois, c'est le plus jeune qui tire au sort ce que chacun aura, garçon ou fille. Donc, par contre, le droit d'aînesse, lui, il existe. Oui, il existe, mais il existe dans certaines provinces et pour la noblesse seulement.
C'est le cas de la Gascogne, d'où les célèbres cadets de Gascogne dépeints par Alexandre Dumas, qui évidemment donc leur cheval et leur épée pour faire fortune. Alors, abandonnons donc cette idée de droit d'aînesse, mais par contre, revenons-en au droit en vigueur à Lyon, qui est en fait le Code justinien, issu directement du droit romain. Et dedans, il y a l'institution de l'héritier universel. Alors, l'héritier universel ne reçoit pas toutes les propriétés, comme on pourrait le croire de prime abord. Il devient en fait le nouveau chef de famille. Et, ce faisant, il a la charge de l'entretien de ses frères et sœurs. Il a la charge du règlement de toutes les dettes de la famille. Et puis, chose à ne pas négliger, il est le détenteur du capital d'honneur familial, notion subjective à notre époque, mais qui était essentielle. Vous nous l'avez montré d'ailleurs dans la réaction contre le mariage de son fils, une notion qui était absolument centrale. Alors, l'héritier universel, en droit, pouvait être l'aîné des fils, et il l'était effectivement, souvent, mais il pouvait être aussi bien, enfin, il pouvait être n'importe qui, fille ou garçon, quel que fût le rang dans la fratrie. Or, ici, c'était un maniaque du testament, et vous avez utilisé ça avec beaucoup de brio, et on voit effectivement Castiglioni faire passer le choix de l'héritier universel de l'aîné au puîné, et c'est un très très bel exemple. Alors, j'ai deux questions à vous poser, puisque ce mariage était conflictuel. Ça laisse supposer qu'il a été conclu, même si le concept de majorité légale est un peu anachronique, 25 ans pour les filles, 30 ans pour les garçons, mais selon les coutumes, encore une fois, et les époques. Est-ce que le fils avait passé 30 ans? Est-ce que vous avez trouvé trace dans les documents des respectueuses sommations faites au père pour que ce mariage puisse se faire? Puis, deuxième question, au XVIIIe siècle, figurez-vous que la ville de Lyon est dans une spirale d'endettement absolument infernale. Et la ville ne maintient ses finances qu'en recourant à l'émission de produits financiers qu'on appelle les emprunts de gêne, qui sont souscrits auprès de banquiers génois, formés en syndicats pour cela. Et l'origine italienne, sa capacité dans le monde bancaire m'amène à me demander, a-t-il eu quelque chose à voir avec ces emprunts de gêne? Alors, pour répondre à la première question, j'ai remis ici les âges. François Hennet était né en 1699 et il s'est marié en 1729. Donc, il avait plus de 30 ans. Mais ça a été un peu difficile parce que dans le contrat de mariage, on dit à l'épouse qu'il faudra qu'elle ait l'autorisation de son père. Sa mère était décédée. Mais pour le marier, la formule est infiniment plus restrictive. Il est dit très clairement qu'il faudra qu'il apporte la preuve du consentement effectif de son père avant la cérémonie. Donc, l'accord du père de Jean-Baptiste n'allait probablement pas de soi. Après, je n'ai pas trouvé de trace d'actes respectueux, mais à plus de 30 ans, normalement, ce n'est pas nécessaire. Et visiblement, le mariage a fait scandale. Il est fort possible que Jean-Baptiste n'ait pas voulu ajouter scandale au scandale en refusant officiellement son consentement. Il n'est pas allé au mariage, ni sa femme, visiblement, puisqu'ils auraient signé, et il s'est contenté de manifester sa désapprobation en déshéritant son fils. Alors, je me permets d'insister sur l'importance de ce genre de choses. Ça peut paraître anecdotique. En fait, ça ne l'est pas du tout, puisque depuis une vingtaine d'années, l'étude des conflits familiaux est entrée dans le champ de l'histoire.
Pourquoi ? Tout simplement parce que l'étude du conflit, c'est le seul moyen que nous ayons de mettre en évidence la norme familiale. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors, quant à la deuxième question, je n'ai pas trouvé d'emprunt de la ville de Lyon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu, évidemment, mais Castiglioni a quand même acheté, a fait construire la maison du change, la maison de la rue du Bas d'Argent, le domaine de la Croix-Rousse, et il avait prêté une somme importante lors de la vente de sa maison de Bellecour, puisque à sa mort, la maison de Bellecour n'était toujours pas payée. Ça s'était transformé en rente. Au demeurant, visiblement, il savait très bien compter, et il n'avait peut-être pas une confiance infinie envers les emprunts de la ville de Lyon. Mais autant alors il faudrait que je regarde si, quand il chiffre sa fortune à 450 000 euros, je n'ai pas noté, enfin je n'ai pas en mémoire qu'il apparaisse une somme significative en éléments financiers. Je pourrais regarder, puisque j'ai évidemment les scans, vous imaginez, de très nombreux actes. Donc je regarderai si je trouve ces emprunts génois et je vous le dirai. Vous allez sûrement avoir beaucoup de questions. Et il y a même un micro. Il y avait. Bon. Il y a un petit bouton. Pour qui le micro ? Attendez, je vous l'apporte. Je vais parler fort. Mais je vous l'apporte. Excusez-moi, je posais vraiment une question béotienne et qui est juste connexe. Vous avez beaucoup parlé de la conservation. Oui. Je ne sais pas du tout ce qu'est la conservation. Ah, alors, si je veux faire simple, c'est l'ancêtre du tribunal de commerce. Mais rentrons un peu dans le détail. Il y avait à Lyon des foires de Lyon. Et il fallait pouvoir régler les litiges des commerçants qui venaient à la foire très rapidement, puisqu'à la fin de la foire, tout le monde repartait. Donc, rapidement, et je parle sous votre contrôle, il a été créé une instance qui était là pour juger tous les litiges qui pouvaient survenir à l'occasion des foires de Lyon. Et progressivement, cette compétence qui était liée uniquement aux foires de Lyon a été étendue à tous les litiges entre commerçants. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair et je ne sais pas. Et à l'origine, ce tribunal était à la nomination des gens du roi, procureur général, avocat général. Et en 1654, je vous donne la date de mémoire, donc à vérifier, mais je crois bien que c'est 1654, le consulat s'est porté acquéreur du tribunal. Il a été plus ou moins contraint d'acheter les charges, mais ça lui a donné la possibilité de siéger en permanence et de nommer des juges à la conservation qui siégeaient à côté des juges nommés par le roi. Là-dessus, la référence, qui est un peu ancienne, c'est Adrien Rambaud sur la conservation. De mémoire, à l'époque qui nous intéresse, il devait y avoir 10 magistrats à la cour, 4 nommés par le consulat, 4 nommés par les commerçants eux-mêmes et 2 par le roi, qui voulait quand même garder un œil. Bon, jamais assez prudent. Et c'était la conservation de son nom entier. Alors la conservation des privilèges des foires de Lyon. Puisque en fait, à l'origine, c'était un privilège que de juger, que cette instance juge les litiges liés aux foires. Merci beaucoup. Je détiens le micro. Vous avez indiqué qu'il avait refusé qu'on fasse un inventaire après décès. Pourquoi ? Oui. Ah, alors, c'est une clause qu'on trouve assez souvent dans les testaments où il indique qu'on ne veut pas qu'il soit fait un inventaire. Il n'y a pas d'autre raison. Je ne pense qu'il voulait peut-être pas que son fils
s'immisce à y ouvrir les tiroirs de la maison. Surtout s'il était... il aurait surtout pas voulu que l'inventaire soit fait au décès de son épouse alors que lui était encore là. Mais je sais pas, moi j'ai vu cette phrase, c'est pas rare. Ah, Geneviève me propose pour éviter les frais judiciaires. Je peux le redire, pour éviter les frais judiciaires de l'établissement de l'inventaire. Oui, moi j'ai trouvé dans certains actes justement qu'ils veulent pas qu'il y ait un inventaire après décès, que c'est inutile, que c'est pas la peine de faire des dépenses dans la famille. C'était peut-être une solution pour cacher certaines choses aussi. Ah oui, alors là, il n'y avait pas d'aspect fiscal. Et j'imagine que s'il avait voulu donner des choses, des biens, des meubles meublants, de l'argenterie, des bijoux, à sa fille, puisque les deux autres ont été héritiers universels. Enfin, est-ce qu'on peut avoir deux héritiers universels? C'est un peu... Enfin, ces deux fils ont partagé la totalité de ses biens, à part ce qui est revenu à la fille. Il aurait pu le faire de son vivant. Non, je pense que c'est plutôt le caractère inquisiteur. Surtout si c'est après le décès du premier des décédés. Oui. Ce qui m'a frappé, parmi les nombreuses choses que j'ai remarquées et que vous avez signalées largement, c'est la vitesse d'ascension d'un étranger, d'un Italien. Il n'avait aucune peine à s'insérer dans la société. Il fallait quand même qu'il montre patte blanche pour faire un joli mariage. Des Italiens qui sont venus à Lyon, comme je l'ai dit, il y en avait énormément. Il n'est certainement pas arrivé à Lyon sans point de chute. Et il n'a pas été embauché par Adamoli. Il n'a pas fait toc-toc, monsieur Adamoli, est-ce que vous ne cherchez pas un saute-ruisseau? Et je suis très gentil. Donc, il avait certainement une chute, un point de chute. Alors, je n'ai pas pu faire l'étude de la richesse et de la famille à Cantoux, mais le fait que son frère soit chanoine, qu'il y ait des biens, puisqu'il explique que son frère doit garder la nue propriété, l'usufruit des biens situés à Cantoux, deux sœurs religieuses, c'était certainement de la petite bourgeoisie, mais de la bourgeoisie de Cantoux. Et Michon dit il était épicier ou apothicaire, ce qui ne met pas, c'est pas le grand commerce, mais enfin quoi qu'épicier, ça peut être le grand commerce. Hein. Mais il devait avoir quand même un certain réseau qui lui a permis de s'insérer à Lyon, parce que a priori, il n'est pas arrivé avec 300 000 livres pour investir. Donc c'est vraiment le réseau qui lui a permis de rentrer, et après ses qualités propres. Hein, je vous rappelle qu'il a eu son premier poste, je crois, à 31 ans ou à 34 ans. Donc c'est quand même... Alors certes, il a eu aussi l'appui de la famille Ferrari, hein, ce qui a certainement été... ça l'a certainement aidé à s'insérer dans le milieu lyonnais. Et l'intégration dans le système Villeroy n'a pas gâché les choses. Oui, mais il devait déjà être intégré parce qu'il ne serait pas parti acheter parce qu'il a dû partir avec des lettres de crédit de la ville de Lyon, hein, pour acheter 4 millions de livres, vous imaginez. Donc, il ne serait pas parti s'il n'avait pas eu la confiance des Villeroy dès 1709. Il avait 39 ans. Et si je puis me permettre, parmi les idées fausses qui circulent sur l'Ancien Régime, on colporte celle d'une société bloquée, où la condition d'origine
engager une existence complète, ce qui est radicalement faux. C'est-à-dire que la noblesse, par exemple, ordre supérieur, était sujet à un renouvellement extrêmement profond et à un renouvellement constant, même s'il y avait des débats sur les modalités de ce renouvellement. Et même dans ce qu'on va appeler le tiers-état, parce que sa noblesse n'est jamais qu'une noblesse de cloche, hein, eh bien, on assiste à des promotions de l'ordre d'une génération, de 2 générations, de 3 générations, ce qui, à l'échelle de l'Ancien Régime, est court. Les mentalités de l'époque n'étaient pas les nôtres. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un investirait beaucoup dans une opération dont seuls ses arrière-petits-enfants seraient un jour peut-être bénéficiaires? J'en doute, de notre société individualiste. Alors que, sous l'Ancien Régime, un homme mourait heureux lorsqu'il laissait un patrimoine agrandi et un capital d'honneur supérieur à ses descendants. Donc une génération, 2 générations, 3 générations, enfin 2 ou 3 générations, c'est long à notre échelle, c'est court à l'échelle de l'Ancien Régime. Or, quel est l'espace qui permet des promotions rapides? La ville. Et particulièrement la ville commerçante, ou le port de mer, ou la capitale politique. À Lyon, les cas de marchands enrichis qui deviennent consuls ou qui achètent une charge anoblissante sont très nombreux. Je pense qu'il y a des régions de France où les choses étaient très différentes, où la noblesse d'extraction ou la noblesse d'épée était prédominante. La noblesse en Bretagne et la noblesse à Lyon, je pense que c'est pas tout à fait la même chose, hein. La Bretagne grouillée de petits nobles, certains très pauvres, et vous évoquiez le Guizou tout à l'heure, alors que tous les grands nobles d'épée avaient, à cette époque-là, en 92, déjà passé le Rhin pour aller à Koblenz, qui a fait le voyage, quelquefois même en sabot, pour aller défendre le roi, les petits nobles bretons. Mais qui n'étaient pas des commerçants enrichis qui avaient acheté une charge. En Bretagne, c'était très mal vu. À Lyon, ben, c'était la... Je ne sais pas. La savonnette à vilain, c'est le nom que l'on donne généralement à l'anoblissement par charge. Alors l'idéal, évidemment, c'est celle de secrétaire du roi. Parce que la charge de secrétaire du roi, il suffit de l'exercer, je ne me souviens plus, 20 ou 25 ans, et ensuite on peut la revendre, la noblesse est immédiate et acquise. Et les mauvais esprits de l'époque, vous savez, il y a toujours eu des loustiques, disaient que c'est bien dommage que Adam n'ait pas acheté de charge de secrétaire du roi, parce que nous eussions tous été nobles. Voilà. Bon. Alors évidemment, cette noblesse... Alors, il existait d'autres charges qui donnaient ce qu'on appelait la noblesse graduelle, c'est-à-dire au bout de 2 générations, quelquefois même 3 générations d'exercice. Et cette... ou mourir en charge, à condition d'avoir payé la paulette instituée par Henri IV. Bon, mais ça nous emmène un peu loin. Et cette noblesse... cette vile noblesse créée à prix d'argent, je cite un texte du XVIIe siècle, était évidemment méprisée par la noblesse qui se croyait la seule noblesse, c'est-à-dire la noblesse d'épée. Mais la noblesse d'épée avait tendance à s'appauvrir, servant de 7 à 77 ans dans les armées du roi, tandis que la vile noblesse tendait à s'enrichir. Et donc, les stratégies matrimoniales faisaient que les nobles d'épée n'hésitaient pas à marier leurs fils à des filles de la noblesse d'office, quitte à utiliser des formules peu élégantes, comme cette vieille marquise qui disait que ça faisait du fumier pour ses terres. Tout à fait. Mais il y a un certain nombre de nobles lyonnais qui sont partis à Versailles pour continuer leur périple et leur ascension.